Je m'appelle Amélie, et j'ai 33 ans. Noël chez mes parents était devenu insupportable au fil des ans, non pas à cause de la tension gênante habituelle ou de la gaieté forcée, mais parce qu'il y avait une cruauté discrète qui en faisait partie intégrante, que tout le monde prétendait être des plaisanteries familiales. Ce n'étaient pas des plaisanteries. C'était ma sœur, Sophie, qui s'en prenait aux gens, et mes parents qui riaient juste assez pour maintenir la paix pendant que quelqu'un d'autre devenait le divertissement. Sophie avait toujours besoin d'une cible. Une année, c'était notre cousine après son divorce. Une autre année, c'était notre oncle parce qu'il avait pris du poids. L'année d'avant, ça avait été moi, et j'avais fait ce que je faisais toujours, sourire de manière trop crispée, ravaler mes émotions, et me dire que ça ne valait pas la peine de faire une scène. Cette année, elle a choisi ma fille. Ma fille a 8 ans. Elle croit encore aux bonnes choses. Elle pense encore que la famille signifie quelque chose, et elle adore Noël d'une manière qui vous serre le cœur si vous vous laissez y penser trop longtemps. Nous avions passé des jours à nous préparer ensemble. Elle a aidé à écraser les pommes de terre, a pétri la pâte pour les petits pains, et n'arrêtait pas de vérifier le jambon dans le four comme si c'était son propre projet. Elle voulait porter son pull rouge avec les petits boutons blancs, celui qu'elle appelle « le chic ». Et elle était si fière de porter nos plats dans la maison de mes parents, comme si nous contribuions à quelque chose de chaleureux et de réel. À la minute où nous sommes entrés, Sophie a fait ce qu'elle fait toujours. Elle a balayé la pièce du regard comme une personne cherchant des points faibles. Elle a regardé les plats que nous avions apportés et a dit, assez fort pour que tout le monde entende, que je cuisinais encore comme une femme au foyer des années 50 sans Internet. Ma mère a gloussé. Mon père n'a pas levé les yeux du match de foot. Ma fille n'a pas semblé remarquer, ce qui rendait la chose encore pire. Sophie avait ce talent pour faire passer la cruauté pour une blague, comme si vous seriez déraisonnable de réagir. Elle a demandé à ma fille si elle avait été promue, servante en chef, cette année. Puis elle s'est penchée et a chuchoté quelque chose à ma mère, et elles ont toutes les deux ri comme si elles partageaient une petite vérité privée à notre sujet. Ma fille est restée occupée à plier les serviettes en triangle et à les aligner soigneusement, ajustant les fourchettes jusqu'à ce qu'elles soient droites. Elle n'a rien dit. Elle a juste continué à travailler, concentrée, fière et silencieuse. Avec le recul, je n'arrive pas à décider si elle ne comprenait pas ce qui se passait ou si elle comprenait trop bien et avait décidé que la chose la plus sûre était de continuer à bouger. J'ai remarqué le téléphone de Sophie avant de comprendre ce qu'elle faisait. Au début, j'ai pensé qu'elle prenait une vidéo de famille normale, du genre de celle que les gens publient pour montrer la table, la nourriture ou les enfants dans leur tenue de fête. Puis je l'ai entendu rire, un petit rire aigu qui ne signifie jamais rien de bon. Et je l'ai vu orienter la caméra vers ma fille comme si elle avait trouvé le plan parfait. Elle a chuchoté quelque chose à mon père, lui a tendu le téléphone, et ils ont tous les deux ri. C'est à ce moment-là que j'ai su. Pas suspecté. Su. Je me suis approché et j'ai tendu la main. Sophie a légèrement reculé le téléphone comme si elle voulait me faire demander 2 fois. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai pris. Sur l'écran, il y avait une vidéo de ma fille lissant les serviettes, plaçant les fourchettes avec une concentration intense. La légende sur Facebook m'a fait voir rouge pendant une seconde, regardez la gamine de cette perdante. Elle est jeune et c'est une servante. Ça avait déjà été publié. Les gens avaient déjà aimé. Les petites icônes de pouces levés étaient là, comme la preuve que l'humiliation voyage vite quand on l'emballe comme une blague. J'ai regardé Sophie et je lui ai dit de la supprimer. Elle a eu un sourire narquois. Quelque chose de vieux et de laid est monté en moi. Pas seulement de la colère, mais le souvenir de chaque fois qu'on m'avait dit de me taire, d'être la plus intelligente, de ne pas gâcher la fête, de ne pas mettre les gens mal à l'aise. J'ai attrapé Sophie par les cheveux et je l'ai tirée dans le couloir. Ce n'était même pas une décision. C'était de l'instinct. Des années à me mordre la langue sont remontées d'un coup et se sont transformées en action. Sophie s'est mise à crier immédiatement, me traitant de folle, de dramatique, d'instable, les mêmes mots qu'elle utilisait toujours quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste tenue là jusqu'à ce qu'elle la supprime devant moi. Personne n'est intervenu. Ni ma mère, ni mon père, pas même quand Sophie a hurlé que je l'attaquais. Mes parents sont restés où ils étaient, figés dans cette lâcheté familière, celle qui protège l'agresseur en prétendant que rien ne se passe. J'ai rendu son téléphone à Sophie et je suis retourné dans le salon comme si je venais de franchir une ligne que je ne pouvais pas défranchir. J'ai dit à ma fille que nous partions. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré.
Je ne l'ai pas expliqué d'une manière qui la ferait se sentir responsable. J'ai juste dit, c'est fini ici. Ma fille a levé les yeux vers moi, ses mains toujours sur la table, et elle a hoché la tête. C'était tout. Pas de protestation, pas de confusion, juste un hochement de tête silencieux qui m'a donné l'impression qu'elle attendait que je le dise. Nous avons mis nos manteaux et sommes sortis. Personne ne nous a suivis. Personne n'a dit au revoir. Personne n'a crié mon nom comme s'il voulait arrêter ça. Ils nous ont laissés partir de la même manière qu'ils laissent toujours les choses se faire quand il est plus facile de perdre quelqu'un que d'affronter Sophie. De retour à la maison, je nous ai préparé du chocolat chaud. Ma fille s'est assise à la table de la cuisine, balançant ses jambes, et a dit qu'elle préférait être juste avec moi. Elle l'a dit si simplement que ça m'a presque brisé, comme si ce n'était pas une déclaration dramatique, juste une observation qu'elle collectionnait depuis un moment. Plus tard, quand elle s'est endormie, je me suis assise seule dans ma cuisine et j'ai pleuré dans mes mains. Pas seulement pour ce qui s'était passé, mais pour toutes les années où j'avais laissé des gens comme Sophie me rabaisser. Je me suis demandé combien de fois ma fille l'avait remarqué et était restée silencieuse. Je me suis demandé combien de fois elle m'avait vu ravaler l'humiliation et avait décidé que c'était à ça que ressemblait l'amour. Cette nuit-là, quelque chose en moi est mort. Ou peut-être que quelque chose s'est enfin réveillé. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avant même que j'aie fini ma première tasse de café. C'était un message de Sophie, désinvolte et agacée, comme si rien de significatif ne s'était produit la veille. Pourquoi je ne peux pas retirer 830 € de ton compte? J'ai fixé l'écran, puis j'ai ri. Pas le rire cassant et poli que j'avais perfectionné lors des réunions de famille, mais un vrai rire, vif et surpris, comme si mon corps avait enfin rattrapé mon esprit. Pendant des années, Sophie avait pris de petites choses sans demander emprunter de l'argent, utilisé mes comptes de streaming, séjourné pour quelques nuits qui se transformaient en semaines. Je disais toujours oui. Après la mort de mon mari, je pense qu'une partie de moi avait peur d'être seule, alors je tolérais une compagnie terrible juste pour garder quelqu'un près de moi. Sophie le savait. Elle savait toujours où se trouvaient les points sensibles. Cette fois, j'ai répondu exactement ce que je ressentais. J'ai supprimé ton accès. Ne touche plus à mes comptes. Mon téléphone a sonné presque immédiatement. Je l'ai laissé sonner. Puis un mémo vocal est arrivé. Son ton était mielleux au début, prétendant que c'était un malentendu. Puis un autre appel, puis un autre message. Tu fais sérieusement ça pour une stupide histoire de Facebook? Je n'ai pas répondu. Vers midi, elle a rappelé, et cette fois j'ai répondu. Elle a commencé comme si nous étions toujours du même côté. Il y a un problème avec ta banque, a-t-elle dit. Il bloque le virement. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. C'est moi qui l'ai bloqué, ai-je finalement dit. Elle a ri, ce faux rire qu'elle utilise quand elle essaie de ne pas perdre le contrôle. D'accord, mais tu vas arranger ça, n'est-ce pas? J'ai juste besoin des 830 € comme d'habitude. Comme d'habitude, ai-je répété. Non. Il y a eu une pause. Puis sa voix s'est faite plus dure. Elle a dit qu'elle était prête à oublier toute l'affaire de Noël si je m'excusais de l'avoir attrapée et si je virais l'argent. Elle a dit qu'il était ridicule de détruire une famille pour une blague. Elle a dit que ma fille ne se souviendrait même plus de la vidéo dans une semaine et que c'était moi qui la traumatisais en faisant tout un drame. J'ai raccroché. Les messages n'ont pas cessé. La culpabilité d'abord, puis la manipulation, puis les insultes. Elle a dit que j'étais émotionnellement instable. Que c'était à propos de mon mari décédé et non d'elle. Que je m'isolais et que je devenais une coquille amère de femme. Elle a dit que ma fille allait grandir seule à cause de mes choix. Chaque mot était conçu pour appuyer sur le même bouton qu'elle avait appuyé toute ma vie. Ce soir-là, j'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai fait des biscuits avec ma fille. Nous avons mis de la musique et avons dansé dans la cuisine, de la farine partout, riant d'une manière qui semblait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle ne savait pas que quelque chose n'allait pas. Ou peut-être qu'elle le savait et a simplement choisi la joie malgré tout. Le lendemain matin à 8h15, quelqu'un a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, Sophie était là, entièrement maquillée, habillée comme si elle se rendait à un entretien d'embauche. Elle n'a pas attendu d'être invitée à entrer. Elle m'a bousculé et a commencé à parler vite, arpentant ma cuisine comme si elle lui appartenait. Elle a dit qu'elle comprenait que j'étais contrarié. Elle a dit que la publication se voulait drôle.
Elle a dit que nos parents pensaient que j'avais surréagi. Puis elle s'est arrêtée, s'est assise à ma table, a souri doucement et a dit « Mais je suis ici pour te pardonner. » Me pardonner? Elle a ouvert son téléphone et a ajouté nonchalamment « Alors, si on peut régler cette histoire de 830 €, je considérerais que c'est de l'histoire ancienne. » Je l'ai regardée et j'ai dit un seul mot « Non. » Elle m'a dévisagé comme si j'avais parlé une autre langue. Puis elle s'est penchée en avant, les yeux plissés, et a dit « Tu fais vraiment ça pour prouver que tu n'es pas une perdante? Que ta gamine n'est pas une perdante? » Je l'ai giflé. Ce n'était pas une décision. C'était des années à avaler des commentaires, à rester silencieuse, et à maintenir la paix pour des gens qui ne le méritaient jamais, trouvant enfin une issue. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai montré l'extérieur. Elle est partie sans un autre mot. Ce soir-là, ma fille m'a demandé si sa tante était en colère. Je lui ai dit que nous établissions de nouvelles règles maintenant, et que la règle numéro 1 était que nous ne laissions plus les gens nous traiter comme ça. Elle a hoché la tête, a pris ses crayons de couleur et s'est remise à colorier comme si la conversation avait un sens parfait. Le lendemain matin, mes parents ont appelé. Ils n'ont pas demandé ce qui s'était passé. Ils n'ont pas demandé comment allait ma fille. Ils ont dit que nous devions trouver un compromis, et je savais exactement ce qui allait suivre. Quand mes parents ont appelé, je savais de quoi il s'agirait avant même de répondre. Ce n'était pas de l'inquiétude. Ce n'était pas de la curiosité. C'était de la gestion de crise. La voix de mon père s'est fait entendre en premier, ce qui était inhabituel. Normalement, ma mère se chargeait d'arrondir les angles, d'adoucir, de prétendre ne pas prendre parti tout en choisissant toujours un. Mais cette fois, mon père a parlé d'une voix basse et ferme, de la manière qu'il a quand il pense que l'autorité seule devrait régler les choses. Il m'a demandé si j'avais le temps de venir pour que nous puissions en discuter comme des adultes. J'ai posé une question. Est-ce que Sophie sera là? Il a dit oui, comme si c'était évident, comme si toute conversation importante l'inclurait naturellement. Puis il a ajouté, elle veut arranger les choses. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas invité pour être entendu. J'étais convoqué pour être corrigé. J'ai dit, d'accord. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de la curiosité. Je voulais tout entendre dit à voix haute dans une seule pièce, sans filtre ni message de suivi. Je voulais arrêter de me demander si j'avais imaginé le déséquilibre, la cruauté, la façon dont tout le monde se pliait autour de Sophie pendant qu'on attendait de moi que j'absorbe les retombées en silence. Je voulais de la certitude. J'ai dit à ma fille que nous allions chez mamie et papy. Elle a demandé si sa tante serait là. J'ai dit oui. Elle n'avait pas l'air excitée, mais elle ne s'est pas plainte non plus. Elle a attrapé un livre et une boîte de feutre et m'a dit qu'elle s'assierait tranquillement si c'était une histoire de grand. Ça a brisé quelque chose en moi, la façon dont elle se préparait déjà à se faire plus petite. Nous sommes arrivés avec 10 minutes de retard, exprès. La voiture de Sophie était déjà dans l'allée. Je me suis garé derrière elle et je suis resté assise un moment, les mains sur le volant, fixant la porte d'entrée. Ma fille s'est penchée, a détaché sa ceinture de sécurité et a dit « Allons-y, qu'on en finisse ». Elle avait l'air fatiguée, 8 ans et déjà épuisée par les adultes. À l'intérieur, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Sophie était allongée sur le canapé, un café à la main, les jambes repliées sous elle comme si elle était dans un spa. Ma mère s'est levée trop vite et m'a fait un sourire nerveux. Mon père a hoché la tête une fois, déjà positionné en tête de la pièce comme un médiateur qui avait décidé du verdict à l'avance. Ma fille s'est recroquevillée dans le coin avec son livre et n'a pas levé les yeux. Ma mère a commencé, la voix tremblant juste assez pour paraître sincère. Elle a dit qu'elle détestait nous voir nous disputer, surtout pendant les fêtes. Elle a dit que les choses avaient clairement dégénéré, que les émotions étaient vives, et que nous devions tous nous souvenir que nous étions une famille. Mon père a suivi avec un discours sur la compréhension des perspectives de chacun et sur le fait de ne pas laisser un seul incident déchirer tout le monde. Puis ils se sont tournés vers Sophie. Elle ne s'est pas excusée. Pas vraiment. Elle a dit qu'elle était désolée que je me sois senti blessé par la vidéo. Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de contrarier qui que ce soit. Elle a dit qu'elle n'avait pas apprécié d'être agressée physiquement et qu'elle en avait fait des cauchemars. Elle s'est fait passer pour fragile, blessée, comme la vraie victime dans la pièce. Puis elle a penché la tête et a dit, honnêtement, si j'avais su qu'Amélie était dans un état si sensible, je ne l'aurais jamais partagé. État sensible. Elle a continué,
disant que ma fille n'avait même pas remarqué, qu'elle n'était pas blessée, que j'avais transformé ça en une grosse affaire en réagissant comme je l'avais fait. C'est toi qui rends ça traumatisant, a-t-elle dit, calme et confiante. Les enfants prennent exemple sur leurs parents. Je lui ai demandé si elle aurait apprécié que quelqu'un publie une vidéo de son enfant en ligne en le traitant de serviteur. Elle a levé les yeux au ciel. C'était une blague. Une blague stupide et inoffensive. La seule qui agit comme si ça signifiait quelque chose, c'est toi. Puis, comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher, elle a ajouté, on dirait juste que tu attendais une raison de me punir. Comme si tu voulais te sentir supérieur. C'est là que ma mère est intervenue à nouveau, essayant de rediriger la conversation. Elle a dit que Sophie était sous beaucoup de stress, qu'elle avait à peine de quoi payer son loyer, qu'elle luttait avec ses enfants. Elle a suggéré que peut-être Sophie se sentait menacée parce que je l'aidais financièrement depuis si longtemps. J'ai demandé ce que tout cela avait à voir avec le fait que ma fille soit humiliée en ligne. Personne n'a répondu. Au lieu de cela, Sophie s'est lancée dans une description détaillée de ses finances. Son ex ne payait plus la pension alimentaire. Les garçons avaient besoin de nouvelles chaussures. Les factures étaient impayées. Elle a dit qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait. J'avais entendu toutes les versions de ce discours auparavant. Puis elle a dit la phrase qui a tout clarifié. Tu aidais très bien avant, a-t-elle dit. Alors qu'est-ce qui a changé, vraiment? Ce qui a changé, c'est que j'ai arrêté de la laisser faire du mal à mon enfant. Je lui ai dit que je ne paierais plus son loyer, que c'était terminé. L'aide que j'avais apportée venait de la gentillesse, pas d'une obligation, et elle l'avait piétinée. Elle a ri, pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle ne pouvait pas croire que j'étais sérieuse. Tu vas vraiment faire ça, a-t-elle dit. Jeter ta propre famille pour une publication Facebook? Pour ton étrange délire de fierté parentale? Avant que je puisse répondre, ma fille s'est levée. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a rien dit. Elle a juste pris son manteau et est allée dans le couloir comme si elle avait atteint sa limite avant moi. Quelque chose en moi est devenu très calme. Je me suis levé et j'ai dit à Sophie que c'était la dernière conversation que nous aurions jamais. J'ai dit à mes parents qu'ils étaient libres de la soutenir comme ils le voulaient, mais que je n'en ferais pas partie. Ni émotionnellement, ni financièrement, ni plus jamais. Personne ne m'a arrêté. Nous sommes sortis. Dans la voiture, ma fille a bouclé sa ceinture et a demandé si nous pouvions prendre une glace, comme si le pire était déjà passé. J'ai alors réalisé qu'elle comprenait quelque chose que j'avais mis des années à apprendre. Partir n'est pas cruel. Rester laid. Je pensais que sortir de la maison de mes parents serait la fin de l'histoire. J'imaginais Sophie boudant, mes parents grognant, l'histoire se figeant dans la version familière où j'étais difficile et où tout le monde essayait simplement de faire de son mieux. Sophie retombait toujours sur ses pattes. Elle atterrissait toujours quelque part de doux, généralement dans le portefeuille de quelqu'un d'autre. Je ne m'attendais pas à la paix, mais je m'attendais à de la distance. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un message de quelqu'un que je connaissais à peine. C'était une des anciennes voisines de Sophie, une femme à qui j'avais parlé une seule fois lorsque j'avais aidé à porter des courses chez Sophie pendant une de ces semaines. Tout s'écroule. Le message était hésitant, plein d'excuses, comme si elle n'était pas sûre de devoir l'envoyer. Désolé si c'est bizarre, a-t-elle écrit. Mais j'ai pensé que tu devrais savoir que ta sœur déménage. Il y a des vêtements et des jouets d'enfants près de la benne à ordures, et on dirait qu'elle vend des meubles. Elle n'avait pas l'air bien. Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté assise avec le message brillant sur mon écran pendant que ma fille, dans la pièce d'à accent grave côté, construisait une tour en Lego en fredonnant doucement. Que Sophie déménage ne me choquait pas. Que Sophie parte en vrille ne me choquait pas non plus. Ce qui m'a surprise, c'est le peu de soulagement que j'ai ressenti. Il n'y avait pas de justification, pas de satisfaction, juste une confirmation. Ce soir-là, nous rentrions de Carrefour, le siège arrière rempli de courses et de fournitures scolaires. Et sans vraiment le décider, j'ai fait un détour. J'ai longé la maison de Sophie. Les stores avaient disparu. La porte d'entrée était ouverte. Un de ces garçons était assis sur le perron, mangeant des céréales dans un saladier, les jambes se balançant, les yeux rivés sur une tablette fissurée. À l'intérieur, l'endroit semblait vide, pas emballé vidé. Un matelas était appuyé contre le mur. Des tas de linge, pas de canapé, pas d'étagère. Ça ne ressemblait pas à une transition. Ça ressemblait à un effondrement.
J'ai continué à conduire. Ma fille n'a pas posé de questions. Le lendemain matin, ma mère a appelé. Sa voix semblait épaisse, comme si elle avait pleuré depuis un moment. Elle m'a dit que Sophie et les garçons emménageaient dans un appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville, moitié moins grand que l'ancien. Puis elle a ajouté après une pause qu'elle et mon père avaient décidé d'intervenir et d'aider avec le loyer. Les courses aussi, si nécessaire. Elle l'a dit comme si c'était une victoire morale. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis elle a posé la question qu'elle gardait en elle. « Tu es contente maintenant ?» Ce n'était pas de la curiosité, c'était une accusation. « Je ne suis pas contente, ai-je dit. J'en ai fini. » Elle m'a dit de ne pas venir leur demander de l'aide la prochaine fois que j'en aurais besoin. Je lui ai dit que je ne le ferais pas, et pour la première fois, je savais que c'était vrai. Cela aurait pu être la fin de l'histoire si ce n'était pas pour ce qui s'est passé quelques jours plus tard. J'ai reçu un courriel de ma banque tard dans la nuit. 3 tentatives de connexion échouées depuis un appareil non reconnu. Puis un autre courriel concernant une réinitialisation de mot de passe refusé. Ma poitrine s'est serrée. J'ai immédiatement changé mon mot de passe. Puis je l'ai changé à nouveau. J'ai ajouté l'authentification à 2 facteurs. J'ai vérifié mon rapport de crédit juste pour être sûr. Tout semblait en ordre. La banque a signalé l'activité et m'a dit qu'elle surveillerait le compte. Je n'avais pas besoin qu'ils me disent qui c'était. Je n'ai pas confronté Sophie. Je n'ai pas prévenu mes parents. Je n'ai rien dit. J'ai juste serré les rangs. Un jour plus tard, Sophie a publié sur Facebook un long paragraphe vague sur les « temps difficiles », le fait de « tout faire pour mes enfants » et le « besoin d'un nouveau départ ». Il y avait un lien Litchi en bas. Pas d'excuses, pas d'explications, juste une demande d'argent discrète enrobée de martyrs. Les gens ont commenté avec des cœurs et des prières. Quelqu'un a identifié mes parents. Quelqu'un d'autre a demandé comment il pouvait aider. Ma fille l'a vu par-dessus mon épaule. Elle s'est penchée et a demandé, « C'est la tante qui m'a traité de servante ?» Je lui ai demandé si elle s'en souvenait. Elle a hoché la tête. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas que tu pleures encore. Cette phrase m'a fait plus de mal que tout ce que Sophie avait jamais dit. Elle avait tout remarqué, la vidéo, la tension, mes mains qui tremblaient dans la cuisine ce soir-là. J'avais été si concentré sur le fait de la protéger de la tempête que je n'avais pas réalisé qu'elle avait été sous la pluie avec moi tout ce temps. Cette nuit-là, après qu'elle se soit couchée, j'ai sorti une petite boîte en bois du fond de mon placard. À l'intérieur se trouvaient quelques objets de mon mari, des notes, des photos, sa montre, une clé USB. Je l'ai branché sur mon ordinateur portable et j'ai regardé une vidéo que je n'avais pas vue depuis des années. Il était dans notre ancienne cuisine, et dans notre fille a versé de la pâte à crêpes. Elle en a renversé partout et s'est figée, les yeux écarquillés, prête à pleurer. Il a ri, lui a essuyé les mains et a dit, « C'est parfait. Maintenant tu sais comment ne pas le faire. Tu te débrouilles très bien. » Je suis resté là à les regarder, pensant au genre d'homme qu'il était, comment il donnait aux gens le sentiment d'être capable, comment il la faisait se sentir en sécurité. C'était pour ça que je me battais. Pas pour la vengeance, pas pour la revanche. Pour la paix, et le bon type d'avenir. Sophie est restée silencieuse après le Litchi. Le silence de sa part ne signifiait jamais la paix. Cela signifiait qu'elle planifiait quelque chose. Quelques jours plus tard, ma cousine Chloé m'a envoyé un message tard dans la nuit. Elle a dit que Sophie racontait aux gens que je l'avais attaquée devant ma fille, qu'elle avait peur de moi, qu'elle avait dû quitter sa maison à cause de moi. Je ne me suis pas défendu. J'étais fatigué d'expliquer la réalité à des gens qui préféraient un mensonge plus simple. 2 jours après, ma mère a envoyé un message de groupe disant que nous devrions tous venir dîner, qu'il était temps de régler les choses comme des adultes, que garder des rancunes déchirait la famille. Elle a dit que Sophie serait là. Elle a promis que ce serait calme. J'ai failli dire non. Mais quelque chose en moi voulait une dernière confirmation, un dernier moment de clarté. Je voulais entendre exactement qui il choisirait le moment venu. Alors, j'ai dit oui. Nous sommes arrivés avec 10 minutes de retard, exprès, non pas pour marquer le coup, mais juste pour me rappeler que je ne me précipitais plus pour répondre à leurs attentes. La maison était exactement la même que d'habitude, même couronne sur la porte, même odeur de légumes trop cuits et de désodorisant, même illusion de normalité. La voiture de Sophie était déjà dans l'allée. Je me suis garé derrière elle et je suis resté assise un moment, les mains sur le volant,
respirant slowly. Ma fille s'est penchée, a détaché sa ceinture de sécurité et a dit doucement, « Allons-y, qu'on en finisse. » 8 ans et déjà experte en tension adulte. À l'intérieur, Sophie était déjà assise à table, les jambes croisées, le téléphone à côté de son assiette, parlant fort comme si la pièce lui appartenait. Ma mère s'est levée trop vite en nous voyant, son sourire tendu de nervosité. Mon père a hoché la tête une fois, de la manière qu'il a quand il a décidé que c'est une réunion, pas un rassemblement familial. Ma fille est allée directement dans le coin avec son livre et ses feutres sans qu'on le lui demande. Elle n'a pas levé les yeux. Le dîner a commencé par des banalités qui ne menaient nulle part. Les fourchettes raclaient les assiettes. Les verres s'entrechoquaient. Personne n'a mentionné Noël. Personne n'a mentionné la vidéo. Personne n'a mentionné la publication, les alertes de la banque ou le litchi. Finalement, mon père s'est éclairci la gorge et a dit que nous étions là pour aller de l'avant. Ma mère a hoché la tête, les yeux déjà vitreux comme si elle avait répété ce discours dans le miroir. Sophie a pris cela comme son signal. Elle a dit qu'elle était désolée que je me sois senti blessé par la vidéo. Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de contrarier qui que ce soit. Elle a dit qu'elle avait été sous beaucoup de stress et que l'humour était son mécanisme d'adaptation. Elle a dit qu'elle n'avait pas apprécié d'être agressée physiquement et qu'elle en avait fait des cauchemars. Elle s'est présentée comme fragile, secouée, incomprise. Puis elle m'a regardé et a dit, « Si j'avais su que tu étais dans un état si sensible, je ne l'aurais jamais publié. » État sensible. Elle a continué, disant que ma fille n'avait même pas remarqué, qu'elle n'était pas blessée, que j'avais rendu ça traumatisant en réagissant comme je l'avais fait. Les enfants sont le miroir de leurs parents, a-t-elle dit calmement. Tu en as fait tout un drame. Je lui ai posé une question. Serais-tu d'accord si quelqu'un publiait une vidéo de ton enfant en ligne en le traitant de serviteur? Elle a levé les yeux au ciel. C'était une blague. Une blague stupide et inoffensive. Tu es la seule à agir comme si ça signifiait quelque chose. Puis ma mère est intervenue, comme elle le fait toujours quand Sophie commence à perdre le contrôle. Elle a dit que Sophie avait à peine de quoi payer son loyer. Que son ex était de nouveau en retard sur la pension alimentaire. Que les garçons avaient des difficultés. Que peut-être Sophie se sentait menacée parce que je l'aidais financièrement depuis si longtemps. Comme si l'argent expliquait la cruauté. Comme si le stress justifiait l'humiliation. J'ai demandé à nouveau ce que tout cela avait à voir avec ma fille. Personne n'a répondu. Sophie s'est lancée dans sa situation financière comme si c'était un plaidoyer final, factures, chaussures, courses, à quel point elle essayait. Puis elle a dit la phrase qui a tout mis en place. Tu aidais très bien avant, a-t-elle dit. Alors qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'elle a franchi une ligne qu'elle ne pouvait pas défranchir. Je lui ai dit que je ne paierais pas son loyer. Ni maintenant, ni plus jamais. Que l'aide que j'avais apportée venait de la gentillesse, pas d'une obligation, et qu'elle l'avait anéantie. Elle a ri, d'un son sec et incrédule. Tu vas vraiment jeter ta propre famille pour une publication Facebook, a-t-elle dit. Pour ton étrange délire de fierté parentale? Avant que je puisse répondre, ma fille s'est levée. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a rien dit. Elle a pris son manteau et est allée dans le couloir comme si elle en avait assez entendu. Quelque chose en moi s'est complètement apaisé. Je me suis levé et j'ai dit à Sophie que c'était la dernière conversation que nous aurions jamais. J'ai dit à mes parents qu'ils étaient libres de la soutenir comme ils le voulaient, mais que je n'en ferais pas partie. Ni émotionnellement, ni financièrement, ni plus jamais. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a argumenté. Personne ne nous a poursuivis jusqu'à la porte. Dans la voiture, ma fille a bouclé sa ceinture et a demandé si nous pouvions prendre une glace. C'est là que j'ai su. Elle comprenait déjà ce que j'avais mis des années à apprendre. Partir n'est pas cruel. Rester l'est. Cela fait maintenant 6 mois. 6 mois sans appel de mes parents. Pas de nouvelles, pas de messages, pas même un mot pour l'anniversaire de ma fille, qui a eu lieu 3 semaines après ce dîner. Elle n'a pas posé de questions à ce sujet. Je pense qu'elle savait déjà qu'il ne prendrait pas contact. Sophie a de nouveau déménagé. Un endroit moins cher, un nouveau litchi. La même histoire. Mes parents l'aident avec le loyer maintenant. Les courses aussi. Ils se disent qu'ils font ce qui est juste. Peut-être qu'ils ont besoin de cette histoire pour survivre. Pas moi. Ce que je sais, c'est ceci, il ne me manque pas.
Les sourires forcés ou les jugements silencieux ne me manquent pas, prétendre que la cruauté et de l'humour pour maintenir la paix ne me manquent pas. Ma fille s'épanouit. Elle cuisine maintenant. Met la table le dimanche parce qu'elle le veut, pas parce que quelqu'un le lui demande. La semaine dernière, elle a plié des serviettes en de parfaits petits triangles, comme elle le faisait avant. J'ai regardé en silence. Après le dîner, je lui ai dit que c'était incroyable. Elle a souri et a dit, c'est plus sympa quand il n'y a que nous deux. C'est vrai. La famille, ce n'est pas le sang. C'est la sécurité. C'est le respect. C'est savoir que vous n'avez pas à vous faire plus petit pour appartenir. Sophie a choisi la cruauté. Mes parents ont choisi le silence. Et ils nous ont perdus.